Salut aux terres d'espérance. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous savez que c'est la première phrase de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, c'est le 7 août et c'est le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc vous l'avez deviné, je vais parler un peu de l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne Aou Ferrer et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent avoir un peu une idée de l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant de parler de l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, je vais parler un peu de l'histoire précoloniale. L'histoire avant l'arrivée de la colonisation en fait. Alors, nous sommes aux environs des années 1500 et il est dit que la région dans laquelle nous nous trouvons était occupée et les populations les plus anciennes étaient les Mandés du Sud, c'est-à-dire les Gouro, les Gban et les Yakuba à l'ouest et au centre-ouest. Nous avons les Krou au sud-ouest ainsi que les Sénoufos au nord-est, c'est-à-dire que les Sénoufos sont là il y a bien longtemps. Le nord du pays était sous l'influence des royaumes sahéliens, c'est-à-dire l'Empire Songhai, l'Empire du Ghana. Et c'est dans ce contexte que l'islam s'est implanté en Côte d'Ivoire par les commerçants, c'est-à-dire ceux-là même qui allaient prendre des marchandises pour venir vendre au peuple qui était dans la région en fait. Et les premières villes qui étaient connues, ce sont la ville de Kong et la ville de Bondoukou qui étaient en fait un genre de cité-état, c'est-à-dire que c'était des villes qui étaient régies comme des états quoi. Et qui maintenant aussi la liaison entre les peuples qui étaient au nord de la Côte d'Ivoire et ceux aussi de la Côte d'Ivoire. C'était genre comme un lieu de rencontre en fait. Et la tradition était la tradition orale. Il y avait le théâtre, la musique, les danses et surtout la croyance en la magie, c'est-à-dire que la croyance en les dieux traditionnels qui est différent du christianisme. On peut dire que la croyance dans le fétichisme et toute la suite que vous savez là. Donc c'était différent du christianisme. Ça c'était avant l'entrée des colons en Afrique. Et les premiers colons, pour ne pas dire que les premiers Européens, c'était des Portugais, c'était des navigateurs portugais et ils ont longé l'Afrique en cherchant la route pour aller vers l'Inde. Les premières personnes qui ont véritablement mis les pieds sur le territoire ivoirien, ce sont les Français et ils l'ont fait en se dirigeant vers la Côte de l'Or, c'est-à-dire que le Ghana actuel. Et ils se sont installés à Assini, puisque Assini n'est pas trop loin du Ghana, donc ils se sont installés là. Et c'est quelques temps après qu'ils ont commencé à s'intéresser véritablement dans la région dans laquelle ils s'étaient implantés. Ils ont commencé à, du genre, aller en expédition pour voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours d'Assini, où est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons exploiter et tout quoi. Après avoir vu les alentours de la région dans laquelle ils se trouvaient, c'est-à-dire la région de Assini, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient développer un certain nombre de commerces, c'est-à-dire le commerce de l'ivoire, le commerce des fusils, et surtout, n'oublions pas, la traite des Noirs. Et c'est pour ça que certaines villes de la Côte d'Ivoire, telles que San Pedro, Sassandra ou Fresco, ont conservé les noms des marins ou des vaisseaux portugais qui avaient amarré, qui ont débarqué sur le territoire ivoirien, pour ne pas dire la région. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire n'existait pas, il n'a pas encore tracé ni les limites, ni donné le nom. Vous connaissez tous l'histoire d'Abla Poku qui a dû sacrifier son fils pour pouvoir sauver son peuple. Je dis que c'est à cette époque-là que l'histoire s'est passée, mais bon. Comme nos aïeux n'ont pas pu écrire l'histoire, ils ont fait des traditions orales, on a eu beaucoup de pertes. Puisque la tradition orale est un peu difficile à manipuler, ça va dépendre de la compréhension de la personne et de la traduction aussi, puisque ce n'était pas en langue française. Donc, du coup, on a perdu beaucoup de traces, en fait. Donc, on ne peut pas relater exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Abla Poku et son peuple qui ont traversé le Ghana pour se rendre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient officiellement une colonie française le 10 mars 1893 et le capitaine Benjer était le premier gouverneur. Et jusque-là, il y a eu des affrontements
entre les troupes du capitaine Berger et les troupes de Samori Touré que nous connaissons tous. C'était un chef guerrier malinqué qui était contre la colonisation et qui a lutté de toutes ses forces pour pouvoir les repousser. Mais malheureusement, il n'a pas été vainqueur, il a été arrêté et ses troupes ont été dispersées. Et cela a eu lieu en 1919. Le sud de la Haute-Volta devient une partie de la Côte d'Ivoire et le leader de la Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny, et celui de la Haute-Volta, M. Maurice Yamégo, s'étaient entendus pour que les deux États deviennent un seul État pour fusionner et avoir l'indépendance. Mais malheureusement, après certaines discussions, il n'y a pas eu d'entente et finalement, le Burkina Faso a eu son indépendance le 5 août 1960 et la Côte d'Ivoire a eu son indépendance le 7 août 1960. Mais avant d'arriver à l'indépendance en 1960, il y a eu plusieurs phases. De 1904 à 1958, la Côte d'Ivoire est incluse dans la Fédération de l'Ouest africain français appelée Afrique occidentale française ou AOF. C'est une colonie d'outre-mer pendant la Troisième République, jusqu'à la période suivant la Seconde Guerre mondiale. Les affaires gouvernementales sont caractérisées par l'association qui faisait des habitants des colonies des sujets français sans droit de représentation. Sa capitale est Bingerville jusqu'en 1933. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'AOF se rallie à l'exécutif d'Alger et passe l'année suivante, c'est-à-dire en 1943, sous l'autorité du Comité français de libération nationale. Parallèlement, en 1940, pendant l'époque coloniale, il y a eu un certain nombre de traitements qui ont poussé le peuple à se révolter, en ayant bien sûr des leaders comme le père de la nation, Houphouët-Boigny. Et pendant cette époque-là, il y avait les travaux forcés. C'est-à-dire qu'on prenait les gens de force pour aller faire des travaux. Par exemple, la construction du chemin de fer, ça a été fait pendant des travaux forcés. C'était des travaux pénibles qui demandaient beaucoup de force. Je trouve que le mec ne sait pas, il ne sait pas si c'est laurier en fait. En tant qu'un intellectuel, il a d'abord créé le syndicat agricole africain, qui était un syndicat qui regroupait un certain nombre d'étudiants qui étaient contre le traitement de la colonisation face au peuple ivoirien. Et ils ont mené des luttes. Et après ça, ils se sont ralliés au RDA. C'est-à-dire que le vieux et certains hommes politiques de la sous-région ont créé le RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain, qui rassemblait plusieurs leaders de plusieurs contrées pour pouvoir véritablement lutter contre la colonisation, le colonialisme si vous voulez. Et il se trouvait que ce n'était pas encore suffisant pour être représenté à l'Assemblée nationale française. Vous vous souvenez qu'il a été donné au sujet africain d'être des Français, mais il n'y avait pas de représentation à l'Assemblée française. C'est-à-dire que personne ne pouvait défendre la cause des États africains contre le colonialisme. Personne ne pouvait parler en langue. C'est comme des députés en fait. Les députés sont là pour défendre les lois qui sont pour le peuple. Mais malheureusement, à cette époque, c'est vrai qu'ils avaient la nationalité française, mais ils n'avaient pas de représentants pour pouvoir les défendre à l'Assemblée nationale française. Et pour ce faire, je sais qu'ils ont imposé un certain nombre de conditions. Et c'est dans ce cadre que Houphouët-Boigny et certains leaders de la sous-région se sont rassemblés. Ils ont créé le Rassemblement démocratique africain pour pouvoir être représentés à l'Assemblée nationale, pour pouvoir défendre les causes des peuples africains en fait. Et là encore, ce n'était pas suffisant. Ils ont trouvé des arguments pour pouvoir les casser, pour les empêcher de pouvoir être représentés à l'Assemblée nationale française. Alors donc, le RDA est allé s'allier au PCF. Et le PCF, c'est le Parti communiste français. Les colonisateurs étaient là et ils faisaient faire des travaux forcés au peuple ivoirien. Et le pays ne bénéficiait pas de grandes choses. Et il fallait quelqu'un pour mener la lutte. Il fallait quelqu'un pour être au devant des choses, être le leader qui va guider le peuple. Et ce leader-là, c'est le vieux Houphouët-Boigny. Et il se trouve que le mec ne sait pas, il sait pas si c'est laurier en fait. Il a
En tant qu'un intellectuel, il a d'abord créé le syndicat agricole africain, qui était un syndicat qui regroupait un certain nombre d'étudiants qui étaient contre le traitement de la colonisation face au peuple ivoirien. Et ils ont mené des luttes. Et après ça, pour pouvoir obtenir leur indépendance, et en 1949, suite à un incident, tous les leaders du parti politique PDCI sont emprisonnés à Grand Bassam, y compris la majorité des militants du PDCI. Et les femmes se sont regroupées à leur tête Marie Corée pour aller libérer leurs hommes et leurs frères, leurs amis du parti PDCI. Et tenez-vous bien, la société coloniale, c'est-à-dire le gouvernement colonial de l'époque, leur avait interdit d'aller faire une marche sur Grand Bassam, sur la prison de Grand Bassam. Et ils ont même interdit aux transporteurs de circuler, rien que pour ne pas avoir à transporter ces femmes pour aller mener la lutte. Et ce n'est pas la première fois, on l'a constaté à l'arrivée du président Gbagbo. Donc ne vous étonnez pas, c'est l'histoire en fait. Ces incidents, il y a eu même des morts, il y a eu des décès, ils ont tiré sur les femmes et il y a eu plein de blessés. Donc suite à cet acte héroïque des femmes, ça a accéléré un peu le mouvement de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, nous tenons un fier chandelle à ces dames et surtout à Marie Corée Moïse qui malheureusement est décédée en 1953 après l'incident. D'autres disent qu'elle a été assassinée, d'autres disent que c'est suite à la bastonnade qu'elle a subie. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient un pays indépendant avec pour hymne national l'abidjanaise. La première mairie de la Côte d'Ivoire a été adoptée en 1964 et le timbre est composé d'un soleil hissant d'or éclipsé rayonnant de 9 pièces d'or. Le cul, composé de synopes à la tête d'éléphant, soutenu par 2 palmiers d'or. La devise, c'est Union, discipline, travail. La Côte d'Ivoire, c'est la patrie de la vraie fraternité. Vous voyez qu'il y a véritablement la solidarité entre les différents groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et surtout sur les réseaux sociaux, les gens même l'ont même constaté à l'international. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout partager, liker pour pouvoir se renseigner un peu sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et à bientôt.